Bonjour à tous et bienvenue dans CyberTalk, le podcast de la Cyber Security Coalition, podcast mensuel dans lequel j'interviewe des personnalités du monde de la sécurité en ligne. Et aujourd'hui, pour démarrer, j'ai une question pour vous, vous qui nous écoutez. Est-ce que vous savez ce que c'est que la journée de la gestion de l'identité ? Lancée en 2021, la mission de cette journée de la gestion de l'identité, qui se tient d'ailleurs le second mardi d'avril, est déjà à ne pas confondre avec la journée internationale de l'identité. Le 16 septembre, c'est pas la même date, c'est pas le même sujet. Mais elle a été créée pour éduquer les leaders d'entreprise, les décideurs informatiques, sur l'importance, et c'est vraiment un mot qu'il faut garder en tête, sur l'importance de la gestion des identités. Le but, c'est de parler des dangers de ne pas sécuriser correctement les identités et les informations d'identification d'accès dans les entreprises. C'est aussi le moment de donner des conseils aux consommateurs pour s'assurer que leurs identités en ligne sont bien protégées face aux fraudeurs et aux cybercriminels dont le plat préféré est une bonne salade de nos données personnelles bien fraîches. Et si vous en doutez, sachez que des recherches menées par l'IDSA relèvent que 79% ou 79%, suivant le pays dans lequel vous nous écoutez, des organisations ont déjà subi une violation de sécurité liée à l'identité au cours des deux dernières années. Et même 99% ou 99% pensent que ces violations, elles seraient facilement évitables. Selon d'ailleurs un rapport de 2020 de Verizon qui enquête les violations de données, 81% des violations liées au piratage exploitent des mots de passe faibles, volés ou autrement compromis. Nous sommes donc face à un sujet particulièrement important lorsqu'il s'agit de sécuriser les entreprises d'un côté et de l'autre, nos comptes en ligne contre les cybercriminels. Alors aujourd'hui, pour évoquer ce sujet tellement important, je l'ai déjà dit, j'ai le plaisir de recevoir deux personnalités de la gestion d'identité que sont Annick Lox, qui est responsable de tout ce qui est Identity and Access Management chez ING Belgique, et Florence Brouet, qui fait la même chose, donc aussi responsable d'Identity Access Management chez Proximus. Bonjour mesdames. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Merci d'être là et je vais commencer directement, sautant et en mettant les pieds dans le plat. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi la gestion des identités est tellement cruciale dans toutes les entreprises, mais j'aimerais qu'on dise un petit peu plus dans les PME, parce que c'est peut-être là où c'est le moins bien fait, si je peux me permettre de le dire comme ça. Je commencerai par citer un chiffre. D'après le service public finance, 40% des attaques des hackers ciblent les PME en Belgique en 2023. Donc en effet, c'est un mets de choix pour les pirates. Un autre chiffre, il y a eu 40 040 cas de cybercriminalité enregistrés en 2023. Ça, ce sont des chiffres de la police fédérale. Donc 84% étaient des fraudes qui sont évaluées à 40 millions d'euros. Donc il y a de l'argent là derrière. Moi, pour ma part, oui, je dirais que pourquoi est-ce que c'est important ? D'abord, pas seulement pour les PME, pour toute société, c'est important, peu importe sa taille. Pour une entreprise comme ING dans laquelle je travaille, c'est un sujet qui se trouve vraiment au top de l'agenda du board. Et c'est important, pourquoi ? D'abord, pour se prémunir contre toute une série d'attaques. Et il y en a plus d'une aujourd'hui, je suppose qu'on les adressera plus tard. Mais c'est aussi simplement, en supposant que tout se passe bien, pour pouvoir gérer les cas d'un employé qui quitte la société. Le cas d'un employé qui est transféré dans un autre service. Et ça, je rappellerai à tout le monde l'affaire Kerviel en France, qui est un typique exemple, évidemment, de ce cas-là. Et puis aujourd'hui, on ne travaille pas sans contractants. Oui, mais ces contractants, il faut les gérer, il faut leur donner des identifiants, un identifiant, un mot de passe pour se connecter ou un autre moyen. Et puis, il ne faut pas oublier, dans les petites entreprises, souvent, c'est la même personne qui est à la fois utilisateur et administrateur. Et comment gère-t-elle ce qu'elle fait quand il utilise ces aspects, ces accès d'administration? Donc tout ça, ça rend évidemment la situation dans les PME encore plus, je dirais, fragile que dans les grandes sociétés parce qu'il n'y a pas cette ségrégation entre l'employé qui passe admin au cours de la journée et qui revient dans son rôle.
Et tu parles de l'affaire Kerviel, mais est-ce que tu peux nous en donner un tout petit peu plus pour ceux qui auraient oublié ou qui n'auraient pas suivi? Ah, peut-être pas beaucoup, mais quand même. Oui, bon, c'est une très ancienne affaire, mais qui a coûté beaucoup d'argent. C'était à la Société Générale, parce que comme elle a changé de nom entre-temps. Et c'était effectivement le cas d'un employé qui avait accumulé des droits d'accès tout au long de sa carrière à la Société Générale et qui finalement s'était retrouvé avec un ensemble de droits d'accès qui lui ont permis d'initier une transaction. Et si je me souviens bien, c'était une transaction de trading de A à Z. Hein, puisque normalement, les principes de ségrégation veulent que quelqu'un initie une transaction et quelqu'un d'autre l'approuve. Et ici, bah, ce Jérôme avait tout en main pour pouvoir exécuter cette transaction de A à Z. Et donc, c'est pour se prémunir contre des situations comme celle-là qu'il faut absolument faire en sorte que cette gestion des identités et des autorisations soit absolument bien gérée au sein de l'entreprise. Et en pratique, puisque on en parle, mais comment est-ce que les cybercriminels vont utiliser ou abuser de la gestion des identités pour rentrer dans les systèmes de l'entreprise? Qu'est-ce qu'ils font en fait avec ça? Pénétrer dans les entreprises, il y a d'abord un mobile. Donc, comme je le disais plus tôt, un des premiers mobiles, c'est l'argent. Alors, il faut déjà savoir que l'identité d'une personne, ben, ça se vend sur le dark web, donc des credentials, donc une combinaison login, mot de passe. Ça peut se mettre sur le dark web et c'est monétisé. Bon, je n'ai plus le chiffre en tête. Mais maintenant, quand on a une identité relativement privilégiée dans l'entreprise qu'on cible, bon, bah, évidemment, on peut l'utiliser pour entrer dans cette entreprise et voler d'autres choses. Alors, s'il y a un fichier client, l'entreprise fût-elle petite, mais que le fichier client contient 100 000 personnes, ben, c'est 100 000 identités. Alors, une autre forme d'abus, c'est le bien connu ransomware, enfin plus ou moins bien connu ransomware. Dès qu'on a un accès relativement privilégié dans le réseau de l'entreprise, mais on peut graduellement et rapidement, il y a des statistiques là-dessus, hein, mais en un peu plus d'une heure, en général, on peut déplacer son attaque latéralement, donc commencer à infiltrer davantage l'entreprise, et puis il y a ransomware, ben, ça chiffre vos données, et puis ben, on vous demande une rançon en Bitcoin, et donc à chaque fois le mobile, ben, c'est l'argent. J'entends donc, oui, oui, tout à fait. Et donc, j'entends finalement deux types d'accès ou de gestion d'accès. Il y a celui qui va me permettre d'accéder à l'entreprise, par exemple, quand je me connecte de la maison, ce qui me permet de rentrer dans mon espace de travail. Et puis ensuite, il y a les accès que j'ai au sein de l'entreprise. Comment est-ce qu'on gère la différence entre ces deux types d'accès? Alors, là, on arrive dans, idéalement, on devrait être connu comme une seule employée de l'entreprise considérée et en fonction de l'étape où on se trouve. Bon, ben, si on est chez soi, la règle de bonne pratique, c'est d'établir un VPN avec son entreprise pour que la connexion soit bien chiffrée. Et donc, pour établir ce VPN, on devrait passer par une étape d'authentification relativement forte, hein, donc authentification à facteurs multiples. Hein, donc nom d'utilisateur, quelque chose que vous connaissez, un mot de passe, quelque chose que vous possédez, un token ou quelque chose sur votre téléphone portable. Et donc ça vous donne accès au réseau de l'entreprise. Et puis par la suite, vous devez obtenir l'accès à des applications plus ou moins privilégiées selon votre rôle dans l'entreprise, le fichier client, le système de commande, les systèmes informatiques éventuels de vos clients si vous êtes dans le support. Et là aussi, soit on vous réauthentifie, soit on fait confiance à l'authentification de départ. Et finalement, tous ces systèmes font que si c'est mal conçu, vous vous retrouvez avec plusieurs comptes. Hein, parce que vous accédez à votre entreprise, vous accédez peut-être à un service dans le cloud, et donc vous vous retrouvez peut-être avec le même login, peut-être pas, peut-être avec le même mot de passe, ça c'est pas recommandé. Et finalement, on se retrouve avec une feuille Excel avec ses logins, ses mots de passe, et c'est là que les choses deviennent compliquées pour tout le monde. C'est facile pour les hackers finalement de trouver des informations pour pénétrer les différents systèmes et voler les données de l'entreprise, voire pire. Quand je donne des conférences en entreprise, par exemple, ou même à des chefs d'entreprise,
Il y a une question que je pose à chaque fois, c'est qu'est-ce qui a implémenté un second facteur d'identification, le fameux MFA, pour se connecter à l'entreprise? Et j'ai rarement plus de 20-30% des mains qui se lèvent. Oui, mais je voudrais revenir aussi à ta question. Désolée de te couper, mais pourquoi est-ce que les PME, elles sont ciblées de manière privilégiée? Eh bien, justement, parce qu'il y a très peu de mesures en place. Et un hacker, qu'est-ce qu'il cherche toujours? Ben, c'est de rentrer là où c'est le plus simple, hein. C'est comme, pour je vais faire une analogie par rapport vraiment à une situation physique, un voleur rentrera dans une maison qui est moins bien protégée que dans une baraque où il y a tout le système d'alarme, de détection, de sensors. C'est exactement pareil. Et les PME, ben oui, elles manquent, je pense, ce niveau d'information par rapport aux mesures minimales à mettre en place pour la sécurité. Et le deuxième aspect, c'est que les employés, généralement, sont rarement sensibilisés au danger de ne pas avoir une infrastructure sécurisée. Et ce qui rend les PME ben, relativement fragiles, c'est justement ces deux éléments qui sont quand même souvent très absents. Bah, c'est exactement ce que j'allais dire, mais merci, tu as bien fait de me couper. C'est tout à fait ça. Et ça manque encore aujourd'hui. Ça manque encore aujourd'hui. Et quand on parle d'authentification à deux facteurs, etc., ben ça c'est déjà un grand pas en avant parce que je pense qu'aujourd'hui, il faudrait même des mesures beaucoup plus basiques que celles-là, hein. On peut malgré tout avoir un accès sécurisé. Allez, je ne vais pas se dire sécurisé au top, mais déjà sécurisé si on utilise un mot de passe un peu correct, Mhm. hein, et pas son nom, son prénom. Il faut déjà une certaine longueur, il faut une variation de caractères, des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux. Bon, je reconnais que c'est plus difficile à retenir, mais il y a moyen, aujourd'hui on parle souvent même de passphrase et plus de mots de passe. Donc il y a moyen, je dirais, à moindre coût, de malgré tout se protéger. Absolument, un mot de passe unique et long. J'y vois quand même le défaut d'aller mettre la responsabilité de la sécurité sur l'employé, sur l'utilisateur. Et tu le disais il y a quelques minutes, ils sont en général mal formés. Et même quand ils sont bien formés, parce que hein, j'ai déjà vu des mots de passe, j'aurais pas dû, mais j'ai vu le mot de passe de gens qui sont des administrateurs ou des gens qui sont dans la sécurité, ils sont pas mieux que ceux de mes enfants. Non, non, Donc, tout en à fait. général, c'est pas génial. Non. Donc, moi, j'ai plutôt une préférence pour le second facteur. Mais tu as raison sur une chose. Si on avait un mot de passe beaucoup plus long et unique, et donc finalement que personne d'autre ne connaît, ça sécuriserait déjà très bien l'entreprise. Avec, et j'ai envie de vous entendre alors sur une question, c'est qu'est-ce que vous pensez du fait d'obliger les utilisateurs à changer leur mot de passe tous les 2 mois? Mais de nouveau, ça dépend de la longueur du mot de passe. Si c'est un mot de passe fragile, ben, 2 mois, c'est même déjà trop long. Mhm. Donc, non, enfin, c'est de nouveau une balance. Qu'est-ce qu'il convient de faire? Qu'est-ce qu'on veut protéger au juste? Il y a peut-être des mécanismes qui sont, comme tu dis, beaucoup plus sécurisés. Il faut pas en fait compter sur l'utilisateur, hein. L'humain reste le maillon faible. Donc, il faut vraiment, je crois, se donner les moyens de sécuriser son entreprise. Ça doit toujours être là, aligné par rapport aux avoirs qu'on peut protéger. Ça ne sert à rien de se surprotéger. Certainement, il ne faut pas se sous-protéger, ça c'est important. Mais il y a aujourd'hui, je pense, des moyens qui ne sont pas très difficiles à mettre en œuvre et qui permettent d'augmenter le niveau de sécurité d'une petite entreprise de manière déjà significative. À titre personnel, comme dans mon entreprise, je recommande partout d'utiliser les multifactor authentication partout et sûrement sur la boîte courriel qui finalement est bien souvent votre nom d'utilisatrice, utilisateur sur les autres sites. Celle-là, elle doit absolument être protégée par facteurs multiples. Et je dirais que j'ai souvent la résistance, oui, mais c'est difficile, je vais devoir recommencer à chaque fois. Je dis non, parce que les grands fournisseurs de services numériques comme les Google et Microsoft sont souvent à la pointe du progrès, et c'est vrai qu'ils offrent un système d'authentification à facteurs multiples depuis 20 ans, je pense, mais ils améliorent l'expérience utilisateur, et donc il y a quelques mois, j'ai vu sur Google et Microsoft la Web Authentication Key. Et donc, vous faites une fois votre authentification sur un nouvel équipement, et puis vous retrouvez dans votre Key Vault, hein, donc votre espace sécurisé sur votre ordinateur, vous retrouvez une clé qui est alors utilisée pour vous réauthentifier par la suite. Et donc, vous faites ça une seule fois. Donc, ce n'est plus une difficulté insurmontable.
fiable. Effectivement, je dois avouer que pour tout ce qui est changer le mot de passe, j'ai un souci parce que ce qu'on voit très souvent dans les études, c'est que les gens vont simplement incrémenter un chiffre à la fin. Donc il suffit d'aller chercher à peu près, celui-là doit être daté de telle date, donc il va falloir que j'augmente de 1 ou 2 et on va le trouver. Mais pour revenir sur tout ce qui est MFA, et donc second facteur d'identification, quand le CCB, donc le Centre pour la cybersécurité en Belgique, a lancé sa campagne nationale 2024 sur le second facteur, son directeur, Miguel de Broecker, annonçait que, d'après lui et d'après ses chiffres, 80% des attaques contre les entreprises et les gens en Belgique auraient pu être bloquées simplement par le fait d'activer un second facteur sur son Facebook, mais aussi dans les entreprises. Mais je voudrais aller un tout petit peu plus loin dans notre discussion, parce que là, on a effectivement parlé de sécuriser la porte d'entrée, mais il y a un autre souci dans ces PME, parce que ça aussi, quand j'en parle avec eux, je demande, mais qui a les droits administrateurs, enfin, qui a laissé les droits administrateurs sur les machines et les PC dans l'entreprise? Quasiment tout le monde. Alors que, j'ai envie de dire, c'est un peu la base, ça, aujourd'hui, de ne pas donner un PC à son employé. Bon, j'irai d'abord sans lui expliquer comment ça marche. Et là, je ne parle pas de Word et Excel, je parle de la sécurité. Ce PC, c'est finalement un élément de connexion, une porte d'entrée vers les serveurs de l'entreprise. Mais ça, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais l'autre chose, c'est de ne pas lui donner un PC avec tous les droits. Alors, je sais qu'avec Windows, et ça date depuis bien longtemps, on peut parfaitement utiliser son ordinateur en tant que simple utilisatrice. Donc, inutile d'avoir des droits administrateurs. Et donc, vient alors la problématique, oui, mais comment j'installe mes logiciels? Bon, ben là, il faut mettre en place une procédure dans l'entreprise considérée, tout dépend de la taille. Pour installer les logiciels avec un compte privilégié, mais que le travail quotidien ne se fasse pas à partir d'un compte privilégié. Si vous cliquez sur ce qu'il ne faut pas, ce qu'il ne faut pas peut rapidement s'infiltrer beaucoup plus vite dans une machine. Donc quelque part, vous court-circuitez toutes les contre-mesures qui sont mises en place dans votre système d'exploitation pour justement éviter d'avoir des programmes qui s'exécutent avec un haut niveau de privilège. Alors, je sais que ce mécanisme est parfaitement viable depuis Windows Vista. Quand on est dans une installation un peu plus grande, ces policies peuvent être gérées par l'entreprise à distance. Et finalement, quand vous vous connectez, votre système se met à jour avec les dernières règles de votre entreprise. En limitant, en ne donnant pas les droits administrateurs d'une machine à un employé, ça limite le fait qu'il puisse installer un virus, volontairement ou involontairement, soyons clairs. Ça permet aussi de protéger les données de l'entreprise, puisqu'a priori, on peut aussi permettre de limiter les accès à certains endroits ou à certains serveurs ou à certaines bases de données. Est-ce que c'est juste et est-ce que j'oublie quelque chose ? La seule chose qui me vient en tête aussi, c'est que, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais que, surtout dans des entreprises extrêmement sécurisées, on se rend compte qu'il y a plus d'attaques qui peuvent venir du côté utilisateur, employé, consultant de l'entreprise que de l'extérieur. Et donc, c'est aussi protéger l'entreprise que, encore une fois, bloquer le port USB et d'autres contre-mesures pour éviter l'exfiltration de données. Annick, tu parlais tout à l'heure de la gestion des employés qui quittent l'entreprise. Et je sais que ça, c'est parfois un problème auquel on ne pense pas, surtout dans des peut-être plus petites structures. Qu'est-ce qui se passe quand un employé, on devrait faire quand un employé quitte une entreprise et qu'est-ce qu'il y a comme risque si je ne le fais pas? Ça dépend évidemment comment l'entreprise fonctionne, mais je dirais la mesure de base, c'est de mettre son compte inactif. Et s'il a des autorisations, c'est de les supprimer. Ça, c'est vraiment des pratiques élémentaires. Pourquoi ? Pour éviter d'abord que ça soit abusé par un autre employé qui utiliserait ces autorisations, par exemple, justement, pour pouvoir initier une transaction de bout en bout. Et simplement, c'est parce que, oui, il faut éviter de laisser un compte dormant qui puisse être abusé, que ça soit par un autre employé ou peut-être même par un hacker. Mmh. Les règles de base, pour revenir aussi au sujet précédent, c'est vraiment d'éviter de donner des accès privilégiés de manière permanente. On doit élever les droits que à la demande et de manière, je vais dire,
courante pour le travail au quotidien, c'est de n'accorder que ce qu'on appelle en anglais le least privilege. Donc, que ce dont on a besoin. Ça, ce sont vraiment des règles élémentaires. C'est autour de ça que doivent se construire le contrôle d'accès. Si on veut éviter justement qu'il y ait de la fraude en interne ou de permettre à un hacker d'abuser des autorisations parce qu'il aurait impersonnalisé un employé. Parce qu'en termes justement de chiffres aussi, ce qui est assez remarquable et moi qui me sidère, c'est qu'à partir du moment où un hacker parvient à s'introduire dans l'entreprise à travers un élément qui ne serait pas suffisamment sécurisé, en 60 minutes, il parvient à infiltrer le réseau et à pouvoir contaminer un serveur, vider de l'information qui se trouve sur le serveur. C'est affolant, hein? C'est vraiment affolant. En 62 minutes, ça c'est la moyenne. On a déjà observé des records à 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes, mais 2 minutes, on n'a même pas le temps de se retourner, d'introduire son mot de passe quand on est utilisateur final, que l'information est déjà en dehors de l'entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose de sidérant, la vitesse avec laquelle ces hackers sont équipés justement de manière à s'infiltrer à l'insu de l'utilisateur et à extirper le maximum d'informations en un minimum de temps. Donc, il faut vraiment rendre les choses difficiles. Et de nouveau, je vais faire une analogie avec la sécurité physique parce que il faut vraiment s'entourer de plus de barrières possibles avant de pouvoir arriver au cœur de l'entreprise. Hein, quand on est chez soi, qu'est-ce qu'on fait? On met autour de son jardin une haie, on met un grillage, on met encore l'une ou l'autre chose si on veut, un petit muret. Mais c'est exactement la même chose. Une entreprise doit se sécuriser de la même façon avant qu'on puisse atteindre ses avoirs, avant qu'on puisse voler les données d'identification de ses employés. C'est vraiment la règle d'or. Mais attends, si je t'écoute là, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises, peut-être même un très grand nombre d'entreprises, qui se sont fait voler leurs données entre 2 et 62 minutes et qui s'en sont jamais rendus compte. Ben oui, bien sûr. Oui, c'est une réalité, ça c'est certain. Mais quand on voit même au niveau fédéral les ministères ou les SPF qui se sont fait voler des données qui ne l'ont remarqué que 3-4 jours après, allez, la SNCB, c'est aussi la même chose, ils se sont rendus compte 72 heures après qu'il y avait des informations qui avaient été volées. Et là, on rentre dans un autre débat, c'est comment pouvoir l'identifier. Et donc, ça veut dire qu'on doit mettre des mesures de monitoring en place, justement, pour pouvoir évaluer ce genre de choses. Alors, c'est encore un élément de sécurité qui, effectivement, peut trouver sa place dans une entreprise, mais il reste à évaluer toujours le risque par rapport à la sécurité et aux investissements qu'on devrait faire pour se doter, je vais dire, d'une sécurité minimale. Et alors, si on veut évidemment faire plus, mais plus, c'est jamais un problème. C'est une question, je veux dire, de sous, hein. Oui, c'est ça. Mais donc déjà, quasiment gratuitement, un second facteur d'identification, ça coûte rien du tout. Non, ça ne coûte rien. Et je vais dire maintenant, tout le monde aujourd'hui achète son téléphone. Et quand je vois les gens en rue, ils sont tous occupés avec leurs doigts, avec le visage. Donc, c'est déjà très intuitif sur un téléphone. Et je pense que ça peut le devenir tout autant sur un laptop, un PC. Aujourd'hui, pour les utilisateurs de Microsoft, la version 365 dans le cloud, c'est built-in. Il ne faut pas payer plus pour l'avoir. Donc c'est vraiment, oui, c'est l'activer, c'est facile. Donc je vais dire que ce ne sont pas de gros investissements. Donc je disais, donc, 1, gratuitement, quasi, activer l'identification à 2 facteurs. 2, tout aussi gratuitement, à enlever les droits administrateurs sur les machines de ses employés. 3, commencer à segmenter un peu son réseau et puis dire, voilà, lui, il a accès à ça et pas à ça. C'est pratique, hein, le marketing a accès au marketing, mais il n'y a aucune raison que le marketing ait accès à la comptabilité. Ça limite les risques. Et puis 4, après, il y a tout d'autres types de protection, mais là, on rentre dans des niveaux beaucoup plus avancés qui sont certainement pas nécessaires pour tout le monde, mais ceux qui le souhaitent peuvent le faire, avoir des systèmes de détection qui vont dire, tiens, là, il y a eu une connexion qui n'était pas normale, et donc on a peut-être eu un vol de données ou une intrusion. J'ajouterais que finalement aussi avoir
un audit sur les accès qui ont été faits aux données sensibles permet de contrôler qu'on est bien conforme, parce que finalement, rien de pire que de se rendre compte que nos données ont été volées en les découvrant sur le dark web, alors que on n'a même pas rien détecté chez nous. Et donc, bon, moi j'essaye de transposer parce que, bon, je travaille dans une grande entreprise, les moyens sont pas les mêmes. Je me dis que si j'ai travaillé en PME au début de ma carrière, que si j'étais dans une PME maintenant, j'aurais une base de données clients, je regarderais quand même aux solutions du cloud, parce que je me dis que au moins là, ils font des économies d'échelle et que ce genre d'audit de qui accède à quoi, ça devrait être built-in. Si pas, je pense que j'irai choisir une autre solution. Eh bien, merci mesdames. Je vais quand même, en conclusion, vous demander une pensée, un conseil, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, je suis, chef d'entreprise, j'ai une PME, j'ai, une trentaine, quarantaine d'employés, j'ai écouté ce podcast, c'était très intéressant, merci à tout le monde. J'aimerais encore un truc qui va me changer la vie, qui va me convaincre, qu'est-ce que vous leur donneriez à ces chefs d'entreprise? Moi, je crois qu'au niveau d'une petite entreprise, il faut garder les choses simples. Hein, on a parlé de beaucoup de choses très intéressantes, mais je pense que le chef d'entreprise, quand il va entendre tout ça, il va s'encourir parce qu'il va se dire, c'est quoi ce monde? Il faut rester pratique, il faut utiliser des choses qui fonctionnent et qui sont gérables. Hein, qui sont gérables au niveau de l'employé. Hein. Je pense simplement, l'employé arrive le matin, il est parti 30 jours en vacances, il revient, il n'a plus son mot de passe. Mais comment est-ce qu'il fait? Il faut penser, parce que nous, on est dans de grandes entreprises avec des services desk, une aide qu'on peut obtenir à peu près tout le temps. Une petite entreprise, c'est pas ça. C'est un ensemble de personnes qui sont polyvalentes et qui ont 3 casquettes sur la journée. Donc, je pense qu'il faut garder les choses simples, utiliser, si possible, des standards du marché. Hein. Il y en a pas 36 000 qui offrent aujourd'hui des solutions qui sont intégrées et qui ne demandent pas beaucoup d'investissement. Certainement rappeler à son personnel des règles de base essentielles. Hein, je n'écris pas mon mot de passe sur un papier, je ne le communique pas. Ça paraît stupide. Mais je crois qu'il faut le répéter parce qu'au niveau des petites entreprises, réellement, c'est comme une famille, on se dit tout, on fait tout avec le compte de l'un, avec le compte de l'autre. Il faut vraiment, je crois, venir à de l'awareness, donc de la sensibilisation par rapport à tous ces risques, aux risques aussi qui pourraient exposer l'entreprise en dehors. On utilise Facebook, on utilise Twitter, on poste de l'information parfois qui pourrait nuire à l'entreprise et qui pourrait être utilisée par les hackers justement pour l'attaquer. Donc ça, c'est vraiment très important. Garder les choses simples, s'assurer que les droits d'accès privilégiés ne sont vraiment donnés que quand c'est nécessaire pour des installations, pour du download de software, pour pour de l'administration et rien que pour l'administration, s'assurer que tout le monde ait son identifiant et pas qu'on se les échange, hein, parce que souvent il y a encore dans vraiment les petites structures, il y a 2 PC et tout le monde utilise le même compte. Enfin, ce sont des règles vraiment élémentaires, mais voilà, ça c'est très important et vraiment ne pas donner trop de droits d'accès. S'il y a un package qui fait du CRM ou de l'ERP, c'est s'assurer que les personnes autorisées n'aient accès qu'à ces packages et pas tout le monde. Et la sécurisation aussi du laptop ou du desktop, hein, parce que bon, ça nous paraît évident, mais c'est avoir un antivirus qui soit à jour et qui permette de se prémunir contre justement déjà les malwares de base. Florence, qu'est-ce qui reste? Je dirais à un chef d'entreprise de s'informer et de former, si nécessaire, ses collaborateurs, collaboratrices,
de les sensibiliser donc à la sécurité informatique. Il faut quand même se rappeler que 80% des attaques aujourd'hui se font par phishing, donc je pense que sensibiliser au fait ne cliquez pas sur n'importe quoi, s'il vous plaît. J'appellerais ça des règles d'hygiène de base en informatique. Hein, si on a plusieurs ordinateurs et plus d'employés que d'ordinateurs, ben, c'est que chacun ait sa session autant que possible. Bon, évidemment, si on est dans un magasin et que on va pas demander, et qu'on tourne sur une seule caisse, on va pas demander à la personne de se authentifier chaque fois, bien sûr. Mais il faut quand même se rendre compte que la plupart des systèmes de sécurité aujourd'hui sont pensés pour un monde où chaque personne a son propre compte personnel. Il n'y a pas de compte partagé, pas de session partagée. Et donc, c'est pas que ce soit impossible, mais dès qu'on partage la même session, ben, on peut très bien se retrouver en train de faire du CRM avec l'identité de sa collègue. Il faut que ça reste simple, oui, je suis assez d'accord avec ça. La meilleure sécurité, c'est celle qui est simple, compréhensible, qu'on peut expliquer facilement et utiliser facilement. Eh bien, merci. C'était très clair et merci d'être revenu sur la sensibilisation parce que c'est vrai qu'on n'avait pas tellement parlé de ça, mais l'utilisateur est aussi une sécurité. On entend trop souvent que l'utilisateur est le maillon faible, mais quand il est entraîné, il devient aussi une sécurité. Merci Annick, merci Florence, je vous souhaite une très très belle soirée. Mais pareillement. Merci Alexandre. Et vous qui nous écoutez, eh bien, sachez que vous pourrez retrouver toutes les informations sur la Cyber Security Coalition qui vous propose gratuitement ce podcast sur son site internet www.cybersecuritycoalition.be. En un seul mot, le lien sera dans les notes de l'épisode. Si vous n'êtes pas membre, si vous êtes une entreprise et que vous n'êtes pas encore membre de la coalition, que vous souhaitez venir voir ce monde où finalement on partage de l'information, on s'entraide et on se bat ensemble contre les cybercriminels, eh bien, là encore, vous trouverez toutes les informations pour devenir membre sur le site de la coalition. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant quand est-ce que vous nous écoutez, et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de CyberTalk. Prenez soin de vous et de votre sécurité en ligne.